Donc c'est juste un ramassis de petits exemples. Bon courage. Bonsoir à tous, merci de venir aux conférences de la librairie 1.1 C'est une première en tout cas dans cette configuration et dans cette salle où on peut encore profiter des expos, enfin de l'expo d'Ahmed Jelilat que vous connaissez si vous êtes l'Audevois et si vous ne le connaissez pas, c'est l'occasion de le découvrir. Ce soir, la conférence a pour thème C'est exquis. Avant Noël, à mon avis, c'est une très bonne chose. Je laisserai la parole à Frédéric Feu, qui occupe l'ancien lieu, ou qui va bientôt occuper l'ancien lieu de la librairie 1.1 devant le musée, et qui est le lieu qui va être aussi les prémices d'une forte, étroite, grandiose et fabuleuse collaboration entre lui et nous. Étroite collaboration. Étroite, bon, parce qu'on étroite dans tous les sens du terme d'ailleurs, on peut s'amuser à ça. Oui, alors déjà merci beaucoup pour ta désormais traditionnelle introduction. Donc juste pour reprendre, pour ceux qui ne nous auraient pas encore croisés, moi je fais partie des fondateurs du Centre de recherche sur l'imaginaire des sciences, Centre de l'imaginaire scientifique et technique, qui est installé en cœur d'Hérault. On continue à utiliser ce vocable, hein, même si on en entend moins parler maintenant. On parle beaucoup des 3 communautés de communes, on entend moins souvent parler du cœur d'Hérault, mais notre idée c'est vraiment de rayonner sur tout ce territoire et de faire des créations et des recherches sur l'imaginaire des sciences. Donc l'imaginaire des sciences, c'est tous les moments où des gens ont imaginé la science. Donc ça, c'est facile, vous êtes dans une librairie, il y a un super rayon science-fiction, un super rayon polar technique et des tas de choses comme ça. Il y a déjà cette manière de voir l'imaginaire. Puis il y a aussi l'imaginaire spontané, involontaire, du fait qu'on lit la presse trop vite et qu'on croit savoir des choses grâce à un article qui des fois était parfois tronqué déjà par le journaliste qui l'avait fait, mais comme nous, on en lit de toute façon qu'un tiers en diagonale, on n'en a pas chopé grand-chose. Du coup, ça crée aussi un imaginaire, l'imaginaire involontaire des populations qui s'imaginent savoir des choses, et puis en fait, c'est finalement relativement imprécis tout ça, et à pouvoir les utiliser chez nous. Donc là, vous avez pu voir récemment un petit opus sur Al-Andalus, à la médiathèque, à l'Odev, où on essayait d'expliquer le Moyen-Âge et les sciences arabes, et en quoi ça a particulièrement concerné notre région, l'Occitanie. On a parlé des sources de l'origine, des sources de l'origine du début de commencement de la naissance de l'heroic fantasy, ici. Voilà, donc un genre littéraire. Évidemment, on a célébré les premiers pas de la conquête spatiale aussi avec des événements qui sont passés ici et au musée de l'Odev. Et aujourd'hui, on a été invité. Alors là, c'est Stéphane qui m'a dit « Allez, propose-nous encore un petit truc avant Noël. » Donc j'ai choisi un petit truc. Différent d'habitude. De toute façon, les sujets en eux-mêmes sont différents. Mais d'habitude, je viens vous parler d'un truc qu'on taffe en général depuis assez longtemps. Là, c'est très différent. C'est vraiment une recherche qui débute sur l'alimentation, sur les usages culinaires à travers les siècles, les civilisations et tout ça. Et il y avait les pires bouffes au monde. Dans un salon de la gastronomie, je l'avais rajouté, pas trop convaincu. Ils ont tous sauté dessus. Et donc j'ai raconté des trucs dégueux à un rythme effréné pendant un petit moment. Et cette année, ils m'ont donc ça a super marché, c'était vraiment génial, c'était bourré à craquer. Et du coup, cette année, ils m'ont redemandé. Là, je vais faire la nourriture des héros d'aventure, donc dans 10 jours. Et donc, ce petit truc, puisque c'était pas très long, était vraiment un bricolage sur des nourritures étranges. Alors, déjà, j'ai dû trier le sujet très vite en plongeant dedans, puisque par nourriture pas terrible et étrange, aujourd'hui, il y a une telle malbouffe avec l'industrie, avec des usages de fabrication, de gestion un peu étranges de ce qui se retrouve dans nos assiettes, que on pourrait parler de la bouffe industrielle, on pourrait parler de plein de choses comme ça, ce qu'on a développé, ce qu'on a commencé à collecter pour faire quelque chose d'un peu plus gros. Mais là, c'est pas de ça dont je vais vous parler, c'est vraiment des trucs les plus bizarres de confrontation d'une civilisation à l'autre. Donc c'est juste un ramassis de petits exemples. Bon courage. On va y aller en douceur. Les brocolis. Ah pardon, excusez-moi. Ça c'est juste pour se souvenir que la notion de truc qu'on trouve dégueu,
Ça arrive chez tout le monde, ça arrive dans des contextes très différents. Quand on se retrouve à la cantine, nous on va beaucoup dans les écoles, chez les primaires, les collèges, les lycées, on voit très bien ce qui reste dans les assiettes à midi. En général, quand vous êtes prof, enseignant, intervenant, vous vous retrouvez, les élèves passent d'abord, il y a vaguement une petite salle à côté, et puis vous vous retrouvez installé pour manger tranquillement, et vous passez devant des centaines d'assiettes, où là, en général, une fois par semaine, vous avez une forêt de verre, c'est le brocoli, juste avant qu'il dégage, vous savez. Donc ça, je pige pas pourquoi, je trouve pas ça spécialement horrible. J'ai dû ne pas aimer ça quand j'étais petit, mais je m'en souviens pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc... Civilisation, clairement, quand vous êtes dans une manifestation quelque part où vous croisez des Japonais à Paris en particulier, au moment du dessert dans les petits restos parisiens, l'arrivée du plateau de fromage, c'est pas leur top. Et là, c'est des adultes, hein, c'est pas des enfants qui sont en train de tordre le nez. Faut se rappeler que d'une civilisation à l'autre, vous allez le voir, il y a des choses qu'on trouve dégoûtantes, alors que nous, on trouve ça juste fabuleux. En plus, les Français sont réputés pour avoir une longue culture et tradition sur des fromages très très divers. Donc ça sera facile. Il y a des bouffes plus étranges. Si je vous demande de manger de la nourriture de cosmonautes, qui est d'accord ? C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça à digérer. Donc, et je vous jure, essayez de goûter les petits sachets. Ils en vendent à la Cité de l'Espace. Les petits sachets de nourriture qui sont vraiment identiques. Hein, il y a des habitudes à prendre. Il y a des contextes dans lesquels on va s'habituer à quelque chose. Et il y en a un qui va introduire... Moi, je vous rappelle que nous, on fait de la vulgarisation des sciences. Donc, de temps en temps, c'est pas mal de faire un mini-point. Et il y en a un qui est un personnage que j'adore et dont je ne vais pas vous parler. Je ne vais pas vous parler de la carrière de Alfred Russel Wallace, parce que c'est juste monstrueux. Alors là, il va falloir que tu dégages un rayon vite fait là, pour les ouvrages d'Alfred Russel Wallace, qui commande Darwin, qui au milieu du 19e siècle, juste après la publication 1850-1860 des différents premiers opus de la théorie des espèces par Darwin, va être aussi un des grands voyageurs, un des grands analystes biologistes, et ce qu'il a fait comme travaux pour épauler Darwin, ça a été vraiment fantastique. Non, c'est juste une petite note, à un moment, dans un de ses textes, qui dit « Dans mes voyages, j'en ai bouffé des trucs bizarres. » C'est en substance, hein, au 19e, on ne parlait pas comme ça. Mais alors là, il y a eu quand même un top. Le durian. Ah non, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas exactement ce qu'il dit. Il dit qu'en bouche, ça a une saveur des plus exquises, qu'il a immensément appréciée, mais effectivement, le problème, c'est qu'au moment où on le tranche, où il est frais, où il est mûr, l'odeur qui se dégage ne peut vous rappeler que quelque chose qu'on peut supposer. La sensation d'embrasser le cadavre de sa grand-mère morte depuis 30 ans. C'est ce qu'il dit ? Oui. Donc évidemment, en plein milieu d'un livre de science, voilà. Et il y a... Bon, le durian, je vous rappelle que c'est quand même quelque chose qui est très répandu en Polynésie, en Asie. C'est un des mets principaux de Sumatra. Et effectivement, il est absolument interdit dans les transports en commun. Mais dans toute l'Asie, en fait, hein, parce que c'est bien répandu. Voilà, mais le truc quand même, c'est que c'est vrai que c'est grave parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires d'avions qui se sont posés en catastrophe avec des caisses qui avaient éclaté, des trucs où l'équipage gerbait, tout le monde gerbait, ils se sont écrasés, tout ça. Du coup, on en avait même. Alors, il se trouve que cette année, on a même été sollicité par la région pour créer une enquête de police scientifique pour les collèges. Où du coup, comme on venait de bosser sur le durian, on l'a mis dedans. Ça s'appelle la très étrange affaire du crash d'Air Sumatra. Et l'histoire, c'est qu'un avion s'est écrasé sur une île au large de la Hollande.
et qu'on trouve simplement la carlingue avec plus personne, il y a aucun corps. Et on voit simplement des caisses déchirées. On a fait faire un atelier où les gamins, ça se passait sur toute la journée. Ils devaient réaliser plein de choses. Ils devaient comprendre pourquoi l'avion s'était écrasé. Donc on leur faisait faire de l'aérostatique, de voir le fonctionnement des avions, voir les effets Venturi et tout, donc de la physique. On leur faisait faire des prises d'empreintes digitales. Et au bout d'un moment, dans les prises d'empreintes digitales, ils remarquaient qu'il y avait des empreintes extrêmement bizarres, tordues, assez allongées. Et ils comprenaient, s'ils avaient bien travaillé, que ce n'étaient pas des humains qui avaient détruit les caisses de la cargaison, mais des orang-outans embarqués, puisque l'empreinte de l'orang-outan est vraiment très très particulière. Et petit à petit, les gamins ont compris, en comparant les fiches ADN et toutes ces choses-là, qu'il s'agissait de durian. Surtout le moment où on leur ouvre une barquette de durian et ils doivent faire le prélèvement d'ADN. Ça, ils ont adoré. Ça, je vous garantis qu'ils ont... Top. Dans les nourritures les plus bizarres, on est d'accord que nous, on habite le pourtour méditerranéen, qu'on est pratiquement les seuls à bouffer ce machin, que franchement, c'est délicieux, que je suis très très heureux de pas venir d'Afrique centrale, par exemple, où normalement on tombe extrêmement gravement malade en bouffant des huîtres. Parce que quelque part, sans doute au paléolithique, au néolithique, petit à petit, quand il y avait des disettes, des hommes préhistoriques se sont dit que voilà, il restait que ce truc-là qu'il fallait essayer de bouffer. Et on est sûr, quand on fait la phylogénie humaine, quand on essaye de retravailler dans les liens entre les espèces, puis après dans les gènes, qu'on voit que c'est de très très longue date qu'on mange des huîtres et qu'on a réussi à se protéger contre toutes les agressions, toutes les maladies comprises dans les huîtres, les plus graves. Normalement, on est parfaitement équipé ici contre, et on tombe malade quand même, parce que si elles ont été mal conservées ou des choses comme ça, il nous arrive des trucs pas cool. Mais grosso modo, dans nos régions, même avec la grande mixité, là tout le monde est à peu près protégé. Mais il reste des régions du monde où ça serait vraiment beaucoup trop dangereux de manger des huîtres comme ça. Et comme ça encore plus. Là aussi, là c'est au top, hein, parce que je vous rappelle qu'on se balade dans différents pays, on croise plein de gens. Donc moi, ça fait très longtemps que je bosse avec des Américains, où il y en a toute une série qui fait « Waouh, on va en manger !» super content de frimer un petit coup parce qu'ils sont capables de bouffer de la bouffe de français. Et puis toute une autre partie qui vraiment n'arriverait pas à manger, surtout nos escargots à nous, hein, les escargots de Bourgogne, bien gros, bien gras. Alors que en Amérique du Sud, en Amérique centrale, et puis tout le pourtour de la Méditerranée, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la France, on bouffe beaucoup d'escargots. Là, on sait d'où ça vient, c'est clair. C'est vraiment un animal emblématique dans toutes les sociétés méditerranéennes parce que c'est le seul truc qui reste ayant beaucoup de protéines humides quand il y a une immense sécheresse. Soit le choix, c'est quoi ? Soit essayer d'aller bouffer ce qui se trouve dans l'eau salée, soit bouffer les escargots où il reste toujours un peu d'humidité parce qu'ils arrivent à se créer une capsule qui les isole, même quasiment posée sur une plaque de four, vous retrouvez quand même quelque chose de très humide après. Donc ça a un peu de maladie, ça a dû faire clapser quelques personnes dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, mais grosso modo ça fait très longtemps qu'ils sont consommés chaque fois et on a réinventé dans plein de civilisations le fait d'essayer de bouffer ça, et du coup ça fait un très grand nombre de recettes qui sont superbes. Moi j'aime bien aussi les tout petits escargots, vous connaissez sans doute en Espagne, au Portugal et tout, avec des petites sauces, c'est génial. C'est quand même ça qu'on bouffe. Le homard. Alors là, on tape un cran en dessous, peut-être encore en termes de pauvreté. Hein, je vous rappelle que je viens de l'apprendre, honnêtement. On repérait les maisons anciennement aux carcasses de homards. Les gens vraiment très très pauvres ne pouvaient bouffer que ça, parce que ça pullulait sur certaines côtes. Et donc c'était vraiment l'endroit où il ne fallait pas aller. Ces gens-là, vous vous rendez compte ce qu'ils sont obligés de manger ? Ah ouais.
Ah oui, d'un seul coup, hein, ça dépend la taille de la grenouille hein, quand même, la taille du crapaud. Là. J'aime bien parce que là, ça a été... vous imaginez quand je le fais avec les gamins? Ah ouais, il fait... Oh. Voilà, alors après, c'est bizarre, hein, la réaction, elle a été typique, c'est vraiment uniquement notre habitude. Si elle avait été plus petite, on aurait trouvé ça très bien. Honnêtement, pour la bestiole, ça ne change pas grand-chose à ce qui va lui arriver quand même. Hein. Voilà. Bon, on part en Asie. On va parler un peu des insectes. On sait que les sauterelles, c'est bon, c'est grillé, tout ça. Là, je rappelle quand même que la blatte que vous voyez là est à la moitié de sa taille. Hein, à la moitié de sa taille. C'est des blattes comme ça. C'est bien, ça nourrit une famille. Ah, tranquille. Donc c'est vrai que c'est quand même casse-pied quand on discute avec les gens parce qu'on arriverait toujours à leur faire bouffer une petite limace grillée, un petit truc là. Voilà. Ouais. Puis d'un seul coup, quand ça arrive comme ça, c'est pourtant c'est juste une question d'habitude parce que ça a vraiment clairement le goût assez habituel chez les insectes d'une espèce de poulet assez blanc. Ah oui, noisettes grillées et tout ça, la mygale, la tarentule. Extrême. Alors ça, c'est très très courant. J'ai beaucoup d'amis qui en ont mangé, comme du criquet. Ça, c'est des goûts de noisettes, des goûts de poulet. En plus, ça s'achète. Il y a des startups sur Montpellier d'asiatiques et de jeunes qui sont rentrés dans des pépinières et tout et qui vous font goûter des tas d'insectes. Là, l'habitude, honnêtement, est vraiment très très vite prise. Il faudra y penser après une conférence. Oui, on est d'accord. Bon, ça, voilà. Ah. Là, par contre, on aura plus de mal. Faut vraiment aller en Amérique du Sud, en Amérique centrale, pour les gâteaux de guêpes. Ah, c'est des guêpes. Le gâteau aux guêpes, c'est ça. Voilà, quand on sait que le venin des guêpes a vraiment beaucoup de mal à cuire, ça le rend pas inoffensif. Bon. Alors ils font ça, est-ce que c'est spécial belle-mère ou pour la tête des... Oui, surtout en Amérique centrale, la petite grenouille bien rouge, là, c'est mignon dans une assiette avec le curare. Alors là, la soupe aux asticots. C'est vrai qu'on a l'habitude. Bon, ça j'ai déjà goûté. Ça c'est aussi des goûts. En fait, on a tout de suite, au moment où on croque, juste à la dernière seconde, vous avez une sensation un peu bizarre. Puis dès que vous croquez, en fait, vous reconnaissez des goûts que vous connaissez. Donc c'est pas très grave. Mais la soupe aux asticots vivants. Ah, j'allais dire, ils sont morts. Ah oui, non, ils sont rajoutés vivants dans la soupe et ils bougent. Non, ça c'est en Asie, c'est pas chez nous. La soupe aux libellules, c'est au choix. Ça c'est en Chine, La soupe aux libellules, c'est au choix. Il y en a qui mangent la libellule ou simplement, on pense que c'est un petit peu pour donner le goût comme... Alors ça c'est très courant, hein. C'est dans toutes les régions de la Chine, il y a une tradition du bouillon aux chauves-souris. Et alors là aussi c'est un peu comme les libellules, il y a ceux qui ont la tradition uniquement de la laisser pour donner du goût, comme ils disent dans les bronzés font du ski là. Et puis il y a ceux qui le mangent après, mais c'est vrai que c'est pas toutes les mêmes, hein, parce que vous avez quand même certaines libellules d'Asie qui sont grandes comme la télé. Donc là il y a beaucoup moins à manger, ça c'est une petite quand même. Ah oui. C'est une chauve-souris, ouais. C'est du mammifère, hein, c'est... Ça donne envie. C'est sympa, une bonne poisson. Un piranha. Alors les espèces de piranhas... Ah ouais, quand je dis piranha, c'est super bien avec les gamins, parce que les piranhas tout de suite... Waouh! En plus quand ils voient la taille un petit peu, parce que quand même la bestiole elle est comme ça là... Ils ont très très peur, c'est très 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 dangereux. Il faut savoir que les piranhas dangereux, ils sont vraiment tout petits en fait. Même celui-là n'est pas un piranha très dangereux. Là, le genre où une escouade de piranhas vient vous bouffer un bœuf en quelques minutes, comme on voit dans Tarzan, Raon, tous ces trucs-là. D'abord Tarzan, il n'y en a pas normalement en Afrique, mais on en met dans les dessins animés. Et ça par contre, ça vous fait très mal, ça vous mord, mais c'est pas capable de manger une très grosse bestiole très rapidement. Par contre, les humains y arrivent très bien. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que les gamins, je passais différentes photos, j'avais préparé plein d'images sur les poissons, ce qu'on a l'habitude de voir, les sols, les trucs comme ça, les lottes. Sans rire, la tête d'une lotte.
On n'est pas au top. Sauf que, voilà, là, ils ont percuté sur cette bestiole-là. Les danses doivent être importantes. Et j'ai des amis à Gignac, justement, qui avaient l'habitude d'en manger, qui ont habité pendant longtemps dans une île d'Amérique centrale et qui me disaient que c'est vraiment très très bon. Ah, et petite erreur sur la taille de l'image. Alors, là, ça c'est une bestiole super intéressante parce qu'on la connaît tous. On dirait un tétard de... On la connaît tous, on l'a en Méditerranée, on l'a dans les parties chaudes de l'Atlantique, on l'a en Amérique centrale, on l'a dans toutes les mers d'Asie. Le diodon. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est de voir que toutes les civilisations ont fait quelque chose de différent avec. Nous, on ne bouffe pas. C'est clair qu'il y a certaines espèces un peu apparentées qui peuvent éventuellement se retrouver dans certaines bouillabaisse. Mais c'est super rare, c'est vraiment quand c'est du tout petit poisson, vous savez, quand on balance certains trucs. Mais on l'évite parce qu'il y a une espèce où on a remarqué qu'elle n'était pas toxique. Mais autrement, on n'approche pas ce genre de choses parce que vous connaissez au moins l'épisode de Colombo. Oui. Non, ça vous rappelle rien? Quand il y a un maître qui sait cuisiner fugu, Ah oui. Ouais. qui sait que quand on attrape un diodon, il y a une manière de le préparer, d'enlever tout ça, et de pouvoir le manger fugu, c'est-à-dire un sushi un peu poêlé, voilà. Sauf que la marge pour pas clapser est vraiment très 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 minime, puisque le venin est ultra mortel. Enfin, ils en ont beaucoup au Japon quand même. Voilà, donc oui, mais il y a des maîtres à Paris, des custos qui préparent fugu et tout ça, donc c'est marrant de voir que en Asie, ils en ont fait quand même un truc d'alimentation malgré le danger effroyable, quoi. Et en Amérique centrale, par contre, on le connaît bien aussi, puisqu'il a déjà... voilà. Elle en a mangé. Eh oui, non, elle n'en a pas mangé. Les zombies viennent... toutes les histoires, on a toutes les histoires de monstres, de créatures légendaires, là, les loups-garous, les vampires, tout ça, c'est très 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 européen. Presque toutes les traditions sur le vampire viennent effectivement de Roumanie ou de certaines tribus africaines. Toutes les traditions sur les hommes-loups tels que nous on les a eus viennent autant des cultures nordiques que de la Grèce antique, tout ça. Par contre, le zombie n'existait pas avant, il ne vient vraiment que d'Amérique centrale et il vient du diodon. C'est-à-dire que il y a dans les traditions du Bénin, Wundun, qui ont donc été exportées en Amérique centrale pour devenir le vaudou, parmi les magiciennes soigneuses et tout ça, ont l'usage de récupérer sur les pointes du diodon les toxines et de vous piquer avec tout doucement pour arriver à réactiver le cœur quand il a des problèmes de fonctionnement. Sauf qu'elles ont bien repéré que à dose plus importante, à très grosse dose, vous clapsez. C'est le système qu'on avait dit avant. Mais entre les deux, il y a un truc très intéressant et qui a donné plutôt de la magie noire, c'est le fait que vous calmez tellement le cœur que les battements sont tellement séparés que ça vous attaque le fonctionnement du cerveau. Et donc les zombies, ça vient principalement de là, ça vient de l'usage fait par les soigneuses d'Amérique centrale du diodon. Donc ça veut dire que les zombies existent. Mais bien sûr. Et ça existe. Et ça, c'est à la limite. Là, j'oublie un truc, je l'ai mis sur les humains. Mais c'est devenu aussi une technique pour calmer des animaux sauvages, dangereux et tout ça, voilà, pour les stopper net sans les tuer complètement. Ça veut dire qu'on neutralise le cerveau. Alors on le rend un vrai steak, parce que c'est irréversible par contre, ça se calme pas. Ouais. Le blobfish, c'est un poisson. Ce truc-là, oui, c'est un poisson. Il est tel qu'il est. Là, il n'est pas préparé fugu, quoi que ce soit. C'est vraiment comme ça qu'il est quand vous le sortez de l'eau. Donc là, il y a vraiment un truc assez hallucinant. C'est que pour arriver à vous faire... Moi, j'en ai vu un une fois, avant qu'on me fasse bouffer ça. Alors, autant j'y suis arrivé avec des vers, mais c'est quand même une bestiole qui est grosse comme ça.
Donc quand vous l'avez sur l'assiette, et ça a vraiment une tête, on dirait une bande dessinée quand même. Hein. Donc ça, c'est quelque chose, ouais, on dirait vraiment un personnage plutôt de satire comique, de strip, voilà. Ça fait très personnage en bas de page de la presse quotidienne des années 70, moi je trouve. Moi, ça me rappelle plein de choses. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse dans ce qu'on est en train de faire, là, surtout ce que je viens de vous raconter petit à petit, c'est qu'on essaye de trouver le moyen d'en parler dans notre expo. Donc pour l'instant, là, on n'a pas trouvé. Hein. On a des comparaisons et des choses comme ça, mais la bestiole est quasiment impossible à conserver. Si vous voulez la mettre dans du formol, le formol est interdit maintenant. Vous imaginez, le bestiau, il est comme ça. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé encore. Là, on les trouve dans toutes les mers profondes et fraîches. Ouais. Non. C'est pas du tout un poisson abyssal. Non. Bah déjà, un poisson abyssal, vous le remontez pas comme ça. J'en ai dans mes collections. Il explose. Hein. À partir du moment où vous pêchez à plus de 600 mètres de profondeur, moi l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique m'a pêché en bathyscaphe et en chalut de très grande profondeur, des grenadiers, des crevettes abyssales. La crevette, elle a l'avantage qu'elle explose pas en montant, mais parce que ça passe, les espèces de viscères passent entre les espèces d'écailles, et du coup l'animal revient à peu près normal. Sauf que si vous remontez une baudroie abyssale, un grenadier, une chimère, les molécules se dilatant, ce qui vous reste est esthétiquement compliqué à exposer. C'est un fœtus? Non, c'est pas un fœtus. Oh, pardon, non, c'est eux. C'est eux. Alors, c'était bien parce que dans les séances, avec les mômes, quand j'ai dit que c'était le cochon d'Inde, il y a eu vraiment 3 cris. Parce que j'avais des séances quand même avec 2-3 classes simultanées. Et on pouvait distinguer clairement, au bout d'un moment, vu le nombre de séances que j'avais faites, je vous rappelle, 15 par jour pendant 4 jours, il y avait clairement les 3 cris, on les attendait avec mes amis là, c'est le bouffer un cochon d'Inde. Il y a ceux qui n'ont même pas réagi qu'on était en train de parler de bouffe. Alors vous avez plein de filles qui font « Oh !» Plein de gars « Ouais, on bouffe du cochon d'Inde !» Et puis tout le reste qui faisait « Ah !» Qui avait compris. Et c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est que ça les choque de bouffer du cochon d'Inde, comme les Péruviens. Et c'est exactement la même chose qu'un lapin, quoi. On est chez les rongeurs. Et le truc qui est super surprenant, c'est que dans toute l'Europe, c'est choquant de bouffer du rat. Alors que dans toutes les civilisations du monde, on en mange. Et nous, on a décidé de cogner que sur les lapins. Et alors qu'on a un problème de privatisation partout. Voilà. Donc là vraiment, il y a des choses qui sont vraiment explicables parce que de longue tradition avec des choses où on peut trouver c'était dangereux, ou ça a vraiment un aspect bizarroïde, ou ça. Mais là, je me l'explique. C'était la peste. Oui, pardon, excusez-moi. Parce que nous, effectivement, on a eu la peste, et donc dans les traditions chrétiennes, le Vatican a dit dégager toutes les bestioles pour amener, donc on a dégagé les rats des villes, mais on a dégagé aussi tous les rats fruitiers, tous ces trucs-là. Ils étaient jugés, ils passaient en procès et tout ça, il fallait absolument dégommer. Mais quand vous allez, les rats, c'est aussi le vecteur de la peste qu'il y avait en Perse au milieu du Moyen-Âge. Et il y a eu une dératisation. Mais on mange du rat. Ça a été encore, c'est justement pas dans les bestioles qui avaient été jugées impies ou tout ça. On avait envie en parlant un petit peu avec les autres de vous rappeler qu'il y a un excellent alcool de souris, le vin de souris, qui paraît être absolument immonde, mais vraiment imbuvable. C'est pas du tout comme les alcools avec du serpent ou avec de la grenouille qu'on connaît dans Savoie ou tout ça. Non, ça, il paraît que on a vraiment l'impression de boire du cadavre. Et j'ai pas compris, j'ai pas goûté encore. Alors là, c'est pas pour bouffer la bestiole.
On sait qu'elle se bouffe le castor, hein, sinon il n'y aurait pas Davy Crockett, Daniel Boone et tout ça. Là, on peut récupérer facilement sa peau qui est très intéressante. Les castors, les ratons laveurs, tous ces trucs-là. Le raton laveur, c'est délicieux. Le castor, c'est dégueulasse. Mais ça se mange très bien, c'est important en hiver. Par contre, ce qui est quand même assez intéressant, c'est la réaction qu'on a uniquement sur les usages chimiques de certaines choses. Là, les gens se mettaient à crier pendant mes séances quand ils voyaient arriver ça. Ils étaient boostés par le reste. Mais c'est pas plus choquant que plein d'autres usages qu'on a en chimie. Surtout que quand on aller chercher la glande anale de ce pauvre castor, il n'y a personne pour... Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est... Non, mais pourquoi on n'a pas trouvé autre chose. Il y a quelqu'un qui a goûté, qui a dit que c'était... Non, mais ça pose une super question. C'est... les chimistes trient les molécules. Et ils les trient en tant que scientifiques, c'est-à-dire qu'ils gardent l'origine, puis ensuite ils ont déterminé une molécule et ils essayent de voir ce qui est possible de faire avec ou pas. Et puis on a fait ça pendant, depuis 1850 jusqu'à 1970, on a fonctionné comme ça. Et puis petit à petit est arrivé l'ethnobotanique, l'ethno tout ce qu'on veut, c'est-à-dire le fait de repartir en arrière, de comprendre pourquoi une société faisait quelque chose ou pas. Et on s'est retrouvé avec plein d'usages du vivant différents. On s'est rendu compte que dans la glande anale de castor, c'était consommé par certaines sociétés d'Amérique du Nord et que ça avait un intérêt de conservation des aliments. Et donc finalement on retourne vers ça. Le truc qui est marrant, c'est quand on voit les chercheurs qui perruquent. Vous savez ce que c'est ? C'est le fait qu'un chercheur travaille pour un laboratoire, puis s'intéresse à n'importe qui d'ailleurs, qui travaille sur quelque chose, qui est payé pour le faire, mais qui en même temps, du temps que ça l'intéresse, va chercher des petites choses comme ça à côté. Et sur ce genre de choses, j'ai rencontré plusieurs chercheurs dans ma vie qui m'ont passionné avec les résultats de leur perruquage. C'est-à-dire ceux qui ont découvert un nouveau comburant pour une machine, pour une voiture, ceux qui ont... Et le top, ça a quand même été, en faisant des recherches pour son jardin sur les plantes, Claude Gudin, qui était au commissariat à l'énergie atomique, au laboratoire de pas biotechnologie directement, je ne sais même plus ce que fait. Lui, en perruquant, en cherchant sur certaines bestioles, sur certaines plantes, il a répondu à une question, il savait pas comment faire. Il avait entendu le matin, en prenant sa douche, qu'on ne pouvait plus se servir des limules. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une limule. Je ne sais pas si j'ai internet. Oui, alors attendez, il faut que je vous le montre, parce que ça, c'est... Du coup, la question m'intéresse plus que ce que je suis en train de raconter. La bestiole, elle est quand même dure à oublier. Hein. Vous voyez ce que c'est ? Donc, en général, la taille moyenne, c'est ça à peu près. Et Claude, c'est un ami. Il est pas seulement fondateur du laboratoire de biotechnologie du commissariat à l'énergie atomique. Il est aussi poète, écrivain, pataphysicien. Il fait partie du collège de pataphysique. Et il entend le matin qu'on ne peut plus se servir des limules, qu'il y a un problème parce qu'elles sont malades en Amérique du Nord. Elles arrivent en général sur les côtes de l'Atlantique, elles s'échouent sur les plages et on les récupérait parce qu'elles ont une toxine qui était le fondement du traitement AZT contre le sida. Et il entend que c'est quand même dommage parce que cette protéine, qui ne peut être synthétisée que par les animaux et qui ne peut être que sauf que lui, pour pouvoir faire son jardin, il avait synthétisé la même chose chez les plantes. Donc après, il allait voir, à l'époque, je me souviens, on était ensemble, il allait voir Douste Blazy avec le professeur qui s'est beaucoup plus occupé du très grand médecin qui est mort il y a... Non, pas du sida, du cœur. Voilà, je l'ai. Ils sont allés voir ensemble et ils ont repéré le truc, ils ont déposé les brevets, ils ont créé une start-up gouvernementale, machin là-dessus, et ils ont réussi à booster. Et donc c'est étonnant parce que vous avez des gens qui font des recherches et qui découvrent des choses qu'ils n'avaient pas prévues, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Et du coup, quand on est dans la bouffe, c'est une histoire, c'est constamment ce genre d'histoire, quoi. Alors, si on doit parler de nourriture, ça vous évoque quoi ?
On les voit tout le temps en train de bouffer de la saucisse et du sanglier. Du sanglier, voilà. Hein? Ouais, le banquet d'Astérix. Mais que mangeaient principalement les Gaulois? Les sangliers. Non. Bah non, les sangliers, tous les archéologues, là en plus ici on a beaucoup de laboratoires d'archéologie, hein. Le LAM il est très important dans la région, des chercheurs INRAP tombent sur des chantiers en archéologie préventive où ils trouvent tous les résidus, tous les poubelles de villages gaulois, des volques, que ce soit vers Nîmes, que ce soit... Les Gaulois n'ont pratiquement jamais, sauf cas extrême, mangé de sanglier. Ils avaient un peu, dans certaines régions, de cochons domestiques, très peu. Et autrement, vraiment, clairement, ils auraient bouffé idée fixe. Ils mangeaient les chiens. Ah oui, ouais. Ah oui, donc c'est ça, on en trouve beaucoup plus. Et c'est vrai que ça change vachement la BD, quoi. Ah bah oui. Non mais c'est vrai, Hein, c'est après, pour faire chialer dans les chaumières pour Noël, je pense qu'on pourrait rajouter un petit cahier documentaire à la fin du dernier Astérix. non, tu casses le rêve là. Si c'est bien celui-là, là, en librairie, ouais, c'est bon. Tu fais des dédicaces sur le... Alors, qui veut manger de ça? Du pied de porc. Andouillette. Ah, l'andouillette. Non? Si, c'est de l'andouillette. Oh. Des tripes, quoi. Pourquoi t'es... Parce que c'est des intestins, des tripes, ça pue, quoi. Ça, c'est vrai que ça C'est vrai, Ouais, c'est bon. Oh, c'est bon. Tu préfères un truc qui pue moins? et qui est aussi dégueulasse. Oh, du... C'est un pénis. Ah, c'est un pénis, non? Pénis, aurait vu ça. De... Je sais pas, mais... Bah, grand. On est rentré Oh là là. Alors le principe, hein, c'est que on le tranche, on le fait sécher sur des pierres au soleil, on le garde pour les saisons et on le coupe en tranchettes en long. Donc les gens croient généralement qu'ils sont en train d'acheter du poisson et tout ça. Et voilà. Mais vous pouvez le faire sécher vous-même, hein, ça s'achète. Donc là, j'attends quand même de pouvoir en commander. Là, on va être un petit moment. Ah oui. Alors moi, je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai toute ma vie. On avait monté en Lorraine une méga expo sur la vie des mineurs et on cherche un dimanche en plein hiver un resto dans les environs de Forbach, je sais pas si vous voyez où c'est. Introuvable, rien. Et on arrive juste dans un resto gastronomique avec des prix juste affolants. Mais bon, il fallait absolument qu'on mange. Donc on s'est posé, gradingue. On venait de monter, on venait de poser les visseuses et tout, on était dans un état épouvantable. Ils nous ont réussi à nous mettre dans un petit coin du resto gastronomique sur les chaises où on n'osait pas s'asseoir, les fauteuils avec du tissu, 2 jours de poussière dans les jeans et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ils nous amènent la carte. Putain. Incompréhensible. Absolument tout en lorrain, tout en patois là-bas du coin. Et arrive donc... Il nous découpe des tranches d'un truc et tout, des grandes tranches blanches et rouges. Et j'ai mangé le truc le meilleur de ma vie. Mais vraiment, le meilleur. Je me souviens pas avoir une explosion de joie en mangeant un truc pareil. Des couilles de taureau. Et voilà, c'est juste que c'est une fois qu'on vous le dit et que vous savez que vous êtes en train de manger le truc le meilleur que vous avez et qu'on vous le dit. Bah, non, mais ce qui est super intéressant, c'est le fonctionnement du cerveau. Parce que, voilà, on a un cerveau, il est programmé pour certaines choses culturelles, programmé pour certaines analyses chimiques, pour reconnaître des choses, et vous lui créez un bug qu'il n'est juste pas capable d'analyser. Alors là, moi, j'ai quand même remplacé la photo, parce que j'avais demandé à quelqu'un de me préparer 2-3 images la dernière fois, et je sais pas où il allait sortir, c'est en Russie. Il y a aussi une tradition. Il m'avait trouvé une super blonde tenant une paire de couilles comme ça. Ça, j'ai renoncé. Et à l'inverse, aux États-Unis, ils risquaient pas de mettre la pub comme ça. C'est chez les Mormons, il y a une tradition de manger les huîtres des montagnes rocheuses, qui sont aussi des accommodages de couilles de buffle. Voilà. On prend un petit café. Ah oui. Ça, c'est connu un peu, ça. On est d'accord. Ouais, mais quand tu connais pas... Ah, les gamins, ils ont adoré. Un bon petit café. Je crois que j'en ai encore à la maison. Voilà. Le copilouac, qui est donc fait avec... Avec, c'est
Mais voilà, c'est-à-dire que ça, là, C'est du café qui est digéré. ça, a mangé le café avec sa cosse rouge, a digéré, et pendant la digestion, ça l'a torréfié, et donc ce qu'on boit, c'est les excréments complets, puisque le café, les graines se trouvent à l'intérieur, mais tout y est. Il est pas broyé, et c'est un café juste magnifique. En fait, ça a un goût très particulier. Ah oui, moi j'ai bien aimé. Ouais. Vous aussi? Oui, oui. Moi, j'ai un truc. Et c'est quoi cet animal? C'est une civette, pardon. L'ouac, justement, qui est représenté dessus. C'est quel pays qui fait ça? Il y en a, à Sumatra, justement, on s'en est servi aussi dans l'enquête avec les enfants dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'il y a il s'est trouvé qu'on a beaucoup travaillé sur ces îles-là, dont Sumatra. C'est pour ça qu'on avait retrouvé l'histoire de la civette, l'histoire des traces de l'orang-outan, là, des empreintes papillaires dont je parlais tout à l'heure, plus le durian analysé, les oignons doux de Sumatra, et c'est ça qui permettait aux gamins de faire plein d'analyses différentes, de prélèvements d'ADN et tout ça. Les œufs de sang. Ah oui. Alors, Tellement c'est immonde. erreur. Vous avez dit les œufs de 100 ans? Ouais. Petite erreur, ça ressemble. Mais les œufs de 100 ans, on les trouve un peu dans toutes les régions de la Chine, alors que cela, c'est que dans une seule région. Et c'est pas tout à fait le même truc. Ils sont pourris, ils n'ont pas séché pendant très longtemps, mais il vous faut un ingrédient supplémentaire. Dans cette région. Alors, ce que je piche pas, c'est dommage parce que j'ai pas retrouvé la photo, parce que dans les villages, en général, toutes les photos qu'on trouve, les seaux sont en plastique bleu et fournis par l'équivalent des mairies. Et donc, pendant 2 mois, les garçons de moins de 12 ans doivent pisser dans des seaux en plastique. Et un jour, on sonne les gongs dans les villages, et tous les mômes viennent vers les mairies où il y a des immenses marmites où on met donc 2 mois d'urine qu'on fait bouillir, on balance les œufs dedans. Et avec des cuillères en bois, très important. Voilà. Le plus important, c'est de bien penser, avec la cuillère en bois, à bien casser la coquille des œufs pour que ça marine. C'est un prêne. Voilà. Le truc qui est super bien, c'est que, évidemment, dit comme ça, c'est juste épouvantable. Sauf que c'est génial. Parce que apparemment, c'est une tradition qui est pas très très vieille. Elle a dû apparaître vers le 8-9e siècle. Et donc c'est pas un truc, on n'a pas retrouvé de traces beaucoup plus lointaines. Et le truc, ça serait que pendant des énormes famines et sécheresses, ils se sont rendus compte qu'en faisant bouillir les œufs pourris, les seuls trucs qui restaient sur place, pas des œufs que spécialement on a conservés pendant très longtemps, effectivement, ça tuait uniquement les bactéries agressives pour le corps humain, et ça laissait les bactéries propices à soigner les maladies qu'on acquiert quand on n'a pas qu'on chope quand il n'y a pas assez à manger. À mon avis, ils ont été pas mal à clapser avant de mettre au point le système, si vous voulez. Parce qu'il faut quand même arriver à tomber pile. C'est comme l'histoire du fougou, il faut quand même arriver à tomber. Comment ils ont réussi à trouver qu'avec le diodon, il y a pile un faisceau, là, juste préparé comme ça, qui fait qu'on s'en sort? Donc ça, c'est une des questions là, qui vont nourrir l'expo, là, quand on va la faire. On essaye de travailler justement avec des laboratoires, avec des biologistes et tout ça, pour voir à quel moment réellement naît la notion de vaccin, naît la notion d'introduction dans un gène d'une protection. Vous savez, par exemple, l'ADN du riz est quasiment plus compliqué que l'ADN des humains. Et à l'intérieur de l'ADN du riz, vous avez des milliers et des milliers et des milliers de maladies qui ont été combattues par le riz. Donc là, quand on se retrouve avec des choses comme ça, l'analyse pour arriver à comprendre ce qu'on pourrait faire, ce qui a pu se passer pour que des gens survivent à ça, parce que quand même, normalement, on clave ça, enfin, le truc de base, mais il y a un petit faisceau, un petit moment où c'est juste de l'évolution, comme l'évolution des animaux. C'est pas tout à fait ce qui est en train de nous arriver là quand on fait nos choix. Pardon ? Ouais. Il faut déjà avoir l'idée de mettre des œufs dans l'urine. Ah, mais quand t'as... Quel est le rôle de l'urine? Est-ce que ça veut dire qu'ils utilisaient déjà l'urine pour... Ils ont dû utiliser l'urine pour faire bouillir les œufs,
pour arriver, ils avaient repéré que les œufs pourris tuent. Donc, il fallait les faire bouillir. Donc, en faisant bouillir les œufs, même avec de l'urine, le seul truc qui leur restait sous la main, ça a permis de tuer. Ils ont repéré ça. Le truc, par contre, que ça soit de gamins de moins de 12, de gamins prépubères, ça a peut-être une raison biologique. Oui, ben en discutant, on y a pensé aussi. L'histoire, ça pouvait être simplement qu'il y ait réellement une modification dans les urines. C'est peut-être simplement parce que les adultes mangeaient plus de telle ou telle chose, donc que leurs urines étaient moins propices à faire ça. Mais de toute façon, maintenant, c'est rentré dans la religion. Mais il devait y avoir une histoire que les gamins mangeaient moins. Voilà. Voilà. Et ça, on a posé la question de la modification hormonale et des conséquences sur les urines. Ils ne voient pas ce qui aurait pu se passer, qui aurait impacté aussi vite les gens. Par contre, le fait que effectivement les gamins n'aient pas consommé la même chose que les adultes, beaucoup moins de viande par exemple, pourrait faire qu'il y a moins certaines bactéries dangereuses et que du coup ça collait. Et est-ce qu'ils s'en servent toujours comme médicament ? Ah, ça existe toujours. Ah pas comme médicament, mais c'est une tradition. Tous les ans en Chine, à la même période, on pisse dans les trucs et on va chercher et on va manger ça. Voilà. Bon, les najas, les cobras, ça c'est très connu. Il y a des traditions, comme nous on en a eu pas mal, du même genre, où on essaye de manger le cœur vivant. Parce qu'effectivement, c'est censé apporter une force supplémentaire. Les Gaulois eux-mêmes, on sait qu'ils ont mangé des cœurs, ou chez je confonds toujours, chez les Aztèques, on a mangé des cœurs et tout, avec l'idée de gagner en force et tout ça, et vitalité. Donc ça, c'est une tradition assez courante. La cervelle n'a pas grand-chose de choquant. Vous vous souvenez dans Indiana Jones, ce moment ? Ah, on trouve ça dégoûtant, hein ? Quelle horreur ! Bah oui, de le voir faire. De les voir manger de la cervelle vivante. Ah oui, non, on les voit justement dans le film, ils n'ont pas osé. Dans le film, ils n'ont pas fait ça. C'est le fait d'aller coincer un singe dans une table avec un étau, de l'exploser à petits coups de marteau et de le manger pendant qu'il est vivant. Isa a l'air tentée, non ? Je pense que si vous entendez un bruit dans quelques minutes, ça va être... Ah oui, évidemment, je ne pouvais pas éviter ça. Tout le monde a bien vu ce passage d'Hannibal Lecter, non ? Le silence des agneaux et compagnie. Eh ben, il lui a anesthésié le cerveau. Le gars est toujours... c'est une anesthésie locale. Et il sent pas qu'on est en train de lui bouffer le cerveau. Il vient avec sa petite cuillère, là, voilà. Et il le fait manger. Voilà, on approche de la fin. J'ai gardé un ou deux pour le final, là, avant qu'on mange un petit truc. Là, si vous barrez pas en courant, il y a vraiment 2-3 trucs à boire et à grignoter. Hein. Alors, fiche 4. Le surströmming. En Suède. Donc ça, c'est assez connu. On mange du hareng pourri. Hein, je vous rappelle le principe. On pêche des harengs, on les met dans une boîte de conserve ou dans des bocaux. Dans un bocal de verre, on repère parce que le couvercle s'arrondit. Le fait qu'on a mis les harengs dans de l'eau pure, pas de l'eau salée, pas des conservateurs et tout ça. On attend que ça pourrisse dedans. Et les boîtes de conserve, c'est plus facile à repérer parce qu'elles s'arrondissent. Et une fois que c'est bien pourri, on ouvre et on mange. Et donc il y a... Alors 2 choses. Il y a plusieurs... Faut pas se faire avoir, faut le vrai surströmming. C'est-à-dire qu'il y a des restaurants en Suède et tout. On peut acheter la version douce où vous êtes juste malade. Où c'est dégueulasse, mais au moins vous avez essayé le coup. Voilà. Et puis il y a la version hard, c'est certains visages traditionnels où des Européens, enfin le reste de l'Europe a du mal simplement à approcher le village en voiture. Alors moi j'imagine bien ce que ça peut donner. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Gruyère. Personne n'est allé à Gruyère. C'est gigantesque. C'est fabuleux. C'est une vallée. Hein ? Il y a des trous partout. Ah ouais. Et puis il y a des raisons qu'il y ait des trous.
Déjà, la vallée, vous êtes dans une des plus belles vallées de Suisse, c'est vraiment magnifique. Vous avez le château au loin, et en plus, vous êtes fasciné par la science-fiction et le Moyen-Âge. Vous savez que vous êtes en train d'aller vers un château du Moyen-Âge exceptionnel, dans lequel il y a le musée de Giger, le musée d'aliens, avec les aliens du film et tout. Donc le musée est complètement barré. Et surtout, quand vous arrivez dans la vallée, vous avez cette odeur de lait cru. Mais vous avez l'impression d'un seul coup d'être dans la SF pour de vrai. De rentrer comme si d'un seul coup, en quelques mètres, vous rentriez dans un nuage de lait. Alors, vous arrivez au village, je vous garantis que la première demi-heure, c'est long, hein, la vallée, elle est grande. Hein. Et vous passez devant les immenses chalets, les fermes laitières et tout ça. Et après, vous montez dans le village où il y a une odeur mais juste épouvantable de lait cru. Et puis, une fois que vous avez mangé les premières tartines de gruyère, les premières raclettes et tout, après, vous voudriez vivre là-bas. C'est juste fabuleux. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on arrive dans la vallée en Suède, pendant la semaine où ils ouvrent les boîtes de conserve traditionnellement, vous arrivez et vous sentez. Mais vous sentez à tel point qu'il faut absolument faire demi-tour ou fermer les vitres, parce que dans ce village, attention, même l'air est infecté. Donc il ne s'agit pas d'en bouffer, vous tombez malade rien qu'en laissant les portes de la voiture ouvertes, les fenêtres de la voiture ouvertes. Il y a 2 gamins, mais moins drôle, puisque c'était l'année dernière, donc je racontais ça, donc ça fait 3 ans. Il y a 2 gamins, un anglais et un français, qui ont voulu en bouffer, ils sont morts tous les 2. Hein. Ça a été une septicémie monstrueuse et immédiate. Mais eux, ils les mangent en Suède. Mais eux, en fait, c'est une tradition des premiers pêcheurs, sans doute des Vikings, qui ont eu certainement des hivers très compliqués où ils ne pouvaient plus bouger. Ça avait du tout gelé, les fjords et tout ça. Et sûrement du temps des Vikings, ils ont été obligés de bouffer que ce qui restait. Et puis ceux qui ont survécu, l'évolution, hein, ceux qui ont survécu se sont reproduits. Et donc, grosso modo, eux étaient mieux armés s'il fallait recommencer l'année suivante. Et du coup, petit à petit, c'est passé dans les gènes. C'est l'histoire de pratiquement tout ce qu'on bouffe. Hein. Et j'ai gardé le meilleur. Repas de mariage chez les Inuits. Ah non, pardon, ça c'est un bébé manchot. Donc non, c'est les bébés des pingouins qu'il faut prendre. Vous en prenez 200. Vous prenez une grande gamelle. Vous coupez le cou des bébés. Vous mettez de la glace. Vous laissez fondre la glace au soleil. Vous laissez pourrir les bébés pingouins. Quand au bout de 2 mois, c'est vraiment tellement pourri que malgré l'évaporation de l'eau, le jus pourri remonte par-dessus les cadavres avec les plumes et tout des bébés pingouins. Vous tuez un phoque, le plus grand possible. Vous l'ouvrez. Vous le laissez pourrir. Vous jetez les viscères, vous mettez à l'intérieur, vous versez la gamelle avec tous les bébés pingouins à l'intérieur du phoque, vous refermez, vous laissez sécher au soleil, le repas de mariage est prêt. Kiviak, hein. Le repas de mariage traditionnel est toujours en vigueur chez les Inuits. Alors là, c'est pareil, il faut avoir le gène. C'est-à-dire que si tu es invité... Je pense qu'il faut qu'ils aient eu des hivers assez pourris. Parce que pour en arriver à faire ça, mais le truc logique, biologiquement, c'est que ça fait comme les fromages, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a tellement de bactéries, tellement de pourris, que certaines gagnent sur les autres, et qu'en fait, par rapport à un surströmming, où c'est beaucoup plus impressionnant de bouffer ça que du hareng pourri, mais grosso modo, il n'est pas beaucoup plus mortel que le hareng. Voilà. Mais il fallait quand même se le cogner, n'est-ce pas ? Je vous le rappelle un petit peu, mais c'est pas cela, c'est voilà. Et j'enchaîne avec la pub pour... c'est au mois de février que nous faisons enfin, il y a d'autres actions, hein, d'ici là, il y a un sacré programme, mais c'est évidemment ça qui m'y a fait penser. Nous venons de décider un point trait et le cyste,
et Curiotopia en face du musée qui sera ouvert, de travailler sur le concours de sorciers qui va avoir lieu avec toute la saga Harry Potter. Donc si vous voulez vous déguiser en sorcier et venir faire un concours de sorciers ici, je vous promets qu'on va faire une super salle de magie avec plein d'animations et tout ça. Et je pouvais pas ne pas terminer avec les Bombec de... Comment elle s'appelle déjà en français ? Bertie, je me souviens plus. Enfin, celle qui fait des Bombec à la crotte de nez, à la cire d'oreille, à l'œuf pourri, au vomi. Au vomi, il était très très bien et tout. Vous savez ce qu'adorent les jeunes sorciers de Poudlard et Gryffondor et compagnie. Merci. C'est...